Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui j'aimerais vous parler un petit peu de Supabase et en fait vous faire un petit bilan de ce que j'ai pu apprendre à travers en fait mon replay. Hein, j'ai décidé en fait de faire en réalité si je vais sur ma chaîne YouTube, voilà à ce niveau-là. J'ai sorti donc une petite vidéo sur la découverte de Supabase, une vidéo qui dure 4 heures. Je me suis dit que ça valait peut-être le coup de faire un petit résumé de ce que j'ai pu apprendre à travers cette petite rediff Twitch pour synthétiser en gros ce que j'ai tout simplement sur ce que j'ai appris pendant ce live de 4 heures. Alors, je vais parler un petit peu plus largement dans cette vidéo des systèmes de base de données. Et on va se concentrer plus particulièrement sur les systèmes de base de données relationnels, les SGBDR. Donc avec des tables, avec des colonnes, avec des contraintes, avec toutes ces choses-là. Alors déjà, les grandes solutions pour créer une base de données, il y en a, j'en ai dénoté 3, je pense qu'il y en a plus que ça, mais... J'ai dénoté en tout cas les plus connues et celles qui sont les plus utilisées. On retrouve MySQL ou MariaDB même, qui est l'alternative open source, qui est très utilisée notamment pour tout ce qui est projet WordPress par exemple. On a PostgreSQL qui aujourd'hui devient la norme en termes de SGBDR parce qu'elle offre des fonctionnalités beaucoup plus avancées, comme par exemple les schémas, comme par exemple les fonctions SQL, la possibilité de faire même du langage procédural SQL, la possibilité de rajouter des domaines, des checks, etc. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais en tout cas, voilà, on peut faire de très très nombreuses choses avec des fonctionnalités qui sont très avancées. Et la troisième type de base de données, c'est le SQLite, qui est très utilisé notamment pour faire des petits SGBD très légers, qui tiennent généralement dans des fichiers et qui sont utilisés par exemple pour faire du testing. Donc on peut faire par exemple des fichiers SQLite in memory ou même des fichiers SQLite dans un fichier SQLite. Ce qui va permettre d'éviter d'avoir à installer par exemple tout un environnement de base de données pour son petit projet, que ce soit du PHP ou que ce soit par exemple du JavaScript. Le problème de ces systèmes de base de données traditionnels, c'est que généralement ils nécessitent une gestion de serveurs. Ça peut être un petit peu complexe, notamment quand on passe en production à les installer. Et la gestion d'une base de données peut aussi être coûteuse en termes de temps et de ressources. Les développeurs, généralement, ce ne sont pas des grands spécialistes du DevOps, bien qu'il y a quand même beaucoup d'exceptions. Mais en tout cas, nous, en tant que développeurs, on veut pouvoir se concentrer sur le code et pas forcément sur l'infrastructure. On a besoin d'une solution qui soit simple, rapide, évolutive pour pouvoir gérer ces fameuses bases de données. Alors, j'ai recensé quelques solutions cloud qui sont très connues et parmi ces solutions, j'aimerais citer notamment Firebase qui est un type de base de données. J'ai pu remarquer que beaucoup d'applications mobiles exploitaient. À noter que je vais vous montrer à travers les pricing et les choses comme ça, mais en fait, dans ces solutions cloud-là, on va pouvoir faire des choses beaucoup plus avancées, c'est-à-dire que ces solutions, si on prend par exemple Firebase et Supabase, en fait, ça va être des systèmes qui vont non seulement apporter une base autour de PostgreSQL, mais avec des fonctionnalités qui vont être encore proposées en plus. Je pense notamment par exemple à l'authentification, que la base de données va pouvoir gérer en fait pour vous. La plateforme va pouvoir gérer pour vous. Donc on a parmi ces systèmes Firebase, basé sur PostgreSQL, qui va nous permettre de gérer par exemple aussi du temps réel. Ça va être pour des applications ça va être adapté pour des applications complexes. On a MongoDB Atlas qui est une base de données plutôt NoSQL. Donc là, on s'écarte des systèmes SGBDR.
Donc si on veut par exemple des relations entre des tables avec la possibilité d'avoir des clés étrangères, des clés primaires, des tables pivots et des choses comme ça, là on va plutôt s'orienter sur des SGBDR. Hein. C'est l'avantage des SGBDR de pouvoir gérer justement toutes ces contraintes-là. On passera sur du MongoDB Atlas pour vraiment du NoSQL. On a Supabase qui est l'alternative open source de Firebase. On verra après, on citera quelques avantages de pouvoir utiliser Supabase. C'est la solution que moi j'ai retenue et que j'ai voulu tester dans mon live. Et je vais faire un petit peu justement par la suite le bilan de tout ce que j'ai pu voir à travers ce modèle-là. Et on a enfin un dernier petit que je voulais tester, que je voulais aussi citer, c'est PlanetScale, qui est un SGBDR basé sur MySQL avec des fonctionnalités avancées, notamment en termes de scalabilité. Donc scalabilité, quand on parle de scalabilité, on a la scalabilité verticale et la scalabilité dite horizontale. Alors quelle est la différence entre les deux ? La scalabilité verticale, c'est j'ai une seule machine, un seul VPS, et pour pouvoir faire en sorte de, comment dire, si par exemple la charge de mon serveur n'est pas suffisante pour répondre à la demande du client, je vais pouvoir faire de la scalabilité dite verticale, c'est-à-dire je vais pouvoir améliorer en fin de compte les composants de ma machine. Je vais pouvoir rajouter plus de CPU, plus de RAM, plus de disque dur. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la scalabilité verticale. Seulement, cette scalabilité verticale, elle a un inconvénient majeur, c'est qu'elle ne peut pas être étendue de façon illimitée. Pourquoi ? Parce que les composants qu'on peut mettre dans une machine vont aller jusqu'à une certaine limite. C'est là que rentre justement en considération cette notion de scalabilité horizontale, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir faire un cluster de machines avec des systèmes de load balancing qui vont pouvoir par exemple équilibrer la charge entre différents serveurs. Et si on rajoute à ça le terme de l'élasticité, on va pouvoir par exemple pendant une certaine période, par exemple la période de Noël, je pense notamment à cette période-là, pour des systèmes e-commerce, on va pouvoir rajouter en fait dans ce cluster de machines pendant une certaine période un petit peu plus, doubler, voire tripler par exemple le nombre de machines dont on a besoin pour pouvoir justement prévoir une charge une charge en termes de ressources qui devra s'étendre, et à l'inverse, à la fin de la période de Noël, on va diminuer cette charge pour pouvoir toujours être en capacité, en fin de compte, de répondre au mieux à la demande des clients et éviter qu'on ait des clients qui se retrouvent par exemple avec des erreurs 500 parce que nos machines sont sous l'eau, se retrouvent sous l'eau. Ont tellement de demandes et de requêtes qu'elles ne sont pas capables de répondre à la demande. Supabase, c'est une plateforme, donc comme je l'ai dit, qui est open source, qui va nous fournir une base de données PostgreSQL, mais avec des choses en plus. Le gros avantage, c'est qu'avec une base Supabase, vous pouvez directement à travers Supabase créer une API RESTful. En restant complètement sur du SQL, en utilisant notamment ce qu'on appelle des fonctions SQL, et on va bénéficier de fonctionnalités un petit peu plus avancées, comme par exemple des fonctionnalités de temps réel. Donc quand je parle de temps réel, ça veut dire par exemple pouvoir avoir directement au niveau de notre Supabase un serveur de WebSocket qui va par exemple pouvoir nous permettre de gérer directement du multijoueur par exemple pour du gaming ou des choses comme ça, ou des chats en temps réel, ou des notifications qui vont popper par exemple sur les clients, etc., etc. Ce type de base est conçu pour être facile à utiliser avec une interface graphique intuitive, c'est-à-dire qu'on va pas avoir besoin d'installer Adminer, on va pas avoir besoin d'installer un pgadmin ou un phpMyAdmin. Au contraire, on va pouvoir directement, grâce à Supabase, avoir une interface graphique qui va nous permettre de piloter directement
tout ce qui se passe dans la base de données et en plus bénéficier même de monitoring directement au sein de la plateforme. Supabase va offrir des fonctionnalités avancées comme l'authentification, le stockage de fichiers, c'est-à-dire qu'il va nous mettre à disposition directement un serveur en S3 et des fonctions serverless qu'on va pouvoir directement utiliser et qui vont être transformées sous le capot en API REST. Pourquoi Supabase? Pourquoi j'ai fait ce choix? D'abord, il faut savoir que Supabase, c'est open source. C'est basé sur PostgreSQL, un SGBDR qui est très robuste et fiable et qui devient la norme aujourd'hui. C'est facile d'utilisation parce qu'on a une interface graphique intuitive. On a les fonctionnalités avancées dont j'ai parlé juste avant. On a la possibilité de scaler facilement. On a une communauté qui est active autour du projet. L'intégration va être facile, donc ça va être compatible avec de nombreux frameworks et avec de nombreuses librairies. Et en plus, on va pouvoir avoir un hébergement qui est flexible. Du fait que Supabase est open source, je peux aussi bien l'auto-héberger sur mon propre VPS que l'utiliser via directement leur service cloud. Et ça vous offre du coup par la même occasion une flexibilité selon vos besoins. Alors déjà, je vais parler un petit peu, pour parler un petit peu plus concrètement, on va dire, de tout ça. Je vais parler du pricing de Firebase. Alors Firebase, c'est un système donc du coup qui est propriétaire, qui est proposé par Google, ok. Et en fait, sur leurs offres, on va avoir deux offres qui vont être proposées. On va avoir l'offre gratuite. Donc un petit peu comme sur les systèmes comme Vercel. Hein. En fin de compte, quand on travaille avec Firebase, il faut bien être conscient que nos données vont être hébergées chez Google et qu'on n'aura pas la maîtrise de nos données, c'est-à-dire qu'on va choisir explicitement un tiers chez qui on va héberger nos données. Donc il faut avoir confiance bien évidemment sur les serveurs de chez Google. Bon, a priori, ça pose pas de problème. Mais si votre application a besoin de grossir rapidement, vous avez le choix entre soit le no-cost, soit entre l'offre Pay as you go. Ça veut dire quoi, Pay as you go? Ça veut dire que vous allez payer les ressources que vous allez utiliser concrètement au jour le jour. Donc, si vous avez 100 utilisateurs, vous allez payer les ressources pour 100 utilisateurs. Et si vous avez par exemple 1000 utilisateurs, vous payerez en conséquence. Donc, votre facture, en fait, en fin de compte, va toujours scaler en fonction de vos besoins réels. Si on regarde un petit peu les fonctionnalités que sont proposées par Firebase, on a du A/B testing, on a du analytics, on a de l'authentification. Donc en fait, ça implique quoi ce système d'authentification? Ça implique que vous n'allez pas avoir besoin dans votre propre projet de développer la partie authentification. Elle va être directement proposée par la plateforme Firebase. On a également un système de Firestore. Voilà, pour stocker des documents, etc., etc. On a la possibilité de faire des fonctions directement, donc des fonctions en serverless. Hein. On a la possibilité de faire du cloud messaging, du data connect, du hosting, du Firebase ML. Voilà, pour faire... alors, je n'ai pas été voir tout ce que faisait tout ça, mais... si je parle par exemple de Real-Time Database, là on retrouve un peu l'équivalent d'un WebSocket. Et donc si on descend un petit peu, le Pay as you go, si on choisit par exemple de partir sur cette solution-là, ça veut dire qu'ici on va choisir un certain nombre de ressources. Voilà, donc si on sort par exemple de l'offre gratuite, si on a besoin de gérer 540 gigas par exemple sur le Firestore, on va payer tant par mois. Et ça va être, en fait, le Pay as you go va vraiment s'appliquer sur des utilisations. Par exemple, combien de documents vous avez besoin d'écrire dans le mois, combien de documents vous avez besoin de lire, combien de documents vous avez besoin de supprimer, etc., etc. Donc, en fonction de ces différents curseurs, vous allez payer tant et tant par mois. Voilà, ça vous permettra d'avoir un peu une estimation en fonction de vos besoins. Mais il va falloir vraiment déterminer à l'avance ce que votre application va avoir besoin. Ce dont votre application va avoir besoin. À partir du moment, bien évidemment, où vous commencerez à avoir des clients. Hein. C'est bien évidemment comme ça qu'il faut voir le truc. Donc, on va commencer à payer
à partir du moment où on aura des besoins qui seront réels. Et on aura vraiment des utilisateurs qui vont utiliser nos applications. Que ce soit des applications web d'ailleurs ou des applications mobiles, peu importe. Si je prends Supabase, Supabase propose également un pricing. Alors, dans le pricing, ici, on voit qu'on a une offre en free, on voit qu'on a une offre en pro et on voit qu'on a une offre en team. Donc, pareil, hein, ces données-là vont être hébergées directement sur les serveurs de Supabase. Et donc, voilà, en fonction de vos besoins, vous allez pouvoir démarrer, par exemple, gratuitement un serveur Supabase. Si vous estimez que vous avez besoin plus de charges, voilà, vous avez ici l'offre pro qui démarre à partir de 25 $ par mois. Ok. Et si vous êtes une entreprise, si vous avez des besoins qui sont un petit peu plus évolués, que vous avez besoin par exemple d'avoir un support prioritaire, là on basculera sur des offres professionnelles qui démarreront à partir de 600 $ par mois. Ok. Voilà. Donc là, hein, pareil, en fonction des besoins de scaling, hein, on voit que, alors là, c'est du scaling vertical pour le coup, puisque là, on va être limité par les ressources de la machine. Mais vous voyez que en fonction de votre utilisation des ressources, vous allez payer tant et tant. Ok. Voilà pour ça. Maintenant, moi, la solution que j'ai choisie, et la solution que je privilégie moi, c'est de créer en fin de compte mon propre VPS. Donc moi, ça tombe bien, j'ai un VPS chez Infomaniac que je paye une vingtaine d'euros par mois. Et donc, si je vous montre, en gros, si je me connecte sur mon serveur VPS, d'ailleurs, je pourrais faire une vidéo sur ce sujet-là si ça vous intéresse. Sur mon VPS, j'ai une solution qui s'appelle Dogploy. C'est une solution qui est équivalente un petit peu à un Vercel, mais en version open source, en version gratuite, hein, je dirais. Et donc, du coup, voilà. Donc là, en fait, j'ai la plateforme Dogploy que j'ai installée sur mon propre VPS via une ligne de commande. Et donc, à partir de ça, en fait, j'ai une plateforme web qui va me permettre de créer des projets. Et en créant ces projets, en fait, ici, j'ai un petit bouton Create Service qui me permet ici de rajouter des templates. En fait, ces templates vont être en arrière-coulisses des conteneurs Docker hein, qui vont contenir une configuration. Et ici, en l'occurrence, moi, en 2-3 clics, ici, je peux installer un serveur Supabase. Donc là, ici, je vais choisir d'installer un serveur Supabase. Et donc là, en fait, en choisissant cette option-là, ici, je vais me retrouver avec une configuration Docker Compose qui contient, en fin de compte, tout ce que va contenir mon serveur Supabase. Donc là, j'ai juste en 2 clics, voilà, je vais pouvoir faire deploy. Ici, je vais pouvoir éventuellement rajouter un nom de domaine, hein, un nom de domaine qui sera choisi pour moi par défaut pour commencer. Ou alors, après, je pourrais ajouter mon propre sous-domaine et même d'activer éventuellement le HTTPS directement dessus. Alors, ça, en fait, si je vous explique un petit peu en 2-2, mais je pourrais faire des vidéos qui sont un peu plus dédiées au sujet. L'intérêt de passer par ce système-là, c'est qu'en fait, en arrière-coulisses, la partie domaine va vous créer automatiquement un reverse proxy trafic avec une configuration qui sera générée à la volée automatiquement pour votre service Supabase. Et donc, du coup, grâce à ça, vous n'avez même pas besoin de vous embêter avec la configuration Docker de trafic. Vous installez votre domaine et en 2-3 clics, vous avez installé un domaine qui va rajouter toute la config trafic autour de votre serveur Supabase. Donc moi ici, dans mon cas, donc là je vais pas aller au bout de la démarche. J'ai déjà installé un serveur. Si je vous montre là, voilà, j'ai un supabase.lafibredudev.com. Voilà, et en me connectant dessus, alors bien évidemment là je suis déjà connecté, hein, j'ai rentré déjà mes identifiants pour me connecter dessus. Voilà, donc là je me retrouve avec mon propre serveur Supabase qui est installé sur mon propre VPS. Alors si je vais regarder un petit peu plus en détail, donc
déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que derrière ce système-là, au-delà de la plateforme, il y a donc, comme je vous ai expliqué, un serveur PostgreSQL qui tourne en arrière-coulisses. J'ai un système d'authentification ici, d'accord, avec des users, avec des droits d'accès, ce genre de choses. J'ai un système de stockage avec des buckets, donc ça tourne sur un système S3. Et je vois que ici, bah voilà, je peux tout à fait héberger des fichiers directement sur Supabase. En plus de tout ça, j'ai un système d'authentification. Donc là, si je vais vous montrer au niveau du système d'authentification, on peut gérer différents providers qui seront directement configurés sur le serveur Supabase et qui vous permettent comme ça, en quelques clics, d'installer un système avec une connexion par email. Et en fait, ce système-là va vous permettre de gérer également toute la partie. Donc tout ça, vous n'avez plus besoin de le coder à partir du moment où vous décidez de partir sur ces solutions. Vous pouvez avoir un système de confirmation d'email. Donc là, en fonction des options que vous choisissez, bah, vous pouvez dire j'ai besoin d'un système de confirmation d'email, bah, je le coche. Je valide ma config et c'est bon. Je veux avoir un système qui m'incite à changer de mot de passe de temps en temps. Bah pareil, vous allez pouvoir le cocher et comme ça, ce sera directement géré par Supabase. Et ensuite, une fois que vous avez configuré ces différentes options, bah en fait, vous allez avoir une bibliothèque sous forme d'API qui fera directement appel avec des variables d'environnement à votre serveur Supabase. Et donc, vous allez interagir avec votre serveur Supabase via des fonctions en fait, qui sont gérées dans la bibliothèque, avec donc une bibliothèque cliente. Donc là, on peut gérer également tout ce qui est par exemple SMS. Voilà. J'ai besoin par exemple d'un système qui va où vous allez avoir besoin par exemple d'un système d'OTP. Avec une validation au niveau de la connexion quand vous vous connectez par mail, bah, vous allez pouvoir ici sélectionner votre provider de SMS qui va vous envoyer un SMS quand vous ferez dans votre application se connecter. Et donc, de cette façon-là, bah, on vous enverra un SMS et vous proposerez au niveau de votre application un code de confirmation que l'utilisateur devra rentrer. Comme ça, ça vous offrira un système doublement sécurisé. Sans que vous ayez besoin de coder encore une fois la moindre ligne de code. Vous allez simplement, une fois que ce système est mis en place, vous allez faire appel à l'API et en 2.2, c'est fait, quoi. Voilà. Et de la même façon, bah, tout ce qui est connexion via les réseaux sociaux, si par exemple demain je veux mettre en place un système de connexion via Gmail ou via Google, bah, il me suffit d'activer ce système-là, d'aller sur les serveurs de Google et de rajouter une application qui pointe vers mon serveur. Et là, bah, j'aurai juste à rajouter bah, les identifiants pour me connecter à mon application Google que j'aurai créée. Pareil, de la même façon pour GitHub, pour Twitch, pour tout ce que vous voulez. On voit qu'on a un certain nombre d'options, en tout cas, qui sont proposées directement sur Supabase. L'idée étant que bah, vous allez en fait dédier tout simplement toute la partie authentification à Supabase. Donc, vous n'aurez plus besoin de coder cette partie-là. Elle sera faite automatiquement pour vous. Vous avez également un système de real-time. Donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure en vous disant qu'ici, on va pouvoir en fait, grâce à ce système-là, avoir un serveur de WebSocket qui sera directement proposé par Supabase et qui vous permettra en plus de voir tous les messages qui sont envoyés à votre serveur sur cette interface graphique. Donc, on voit que ça offre quand même un certain nombre d'options. D'accord ? Je vais parler encore d'une dernière option, c'est au niveau des tables. Ici, quand vous allez aller dans une table, vous allez pouvoir rajouter aussi à ce niveau-là directement des policies, voilà. Donc des raw level security qui vont être directement intégrés. Et ces règles-là vont être directement intégrées dans le serveur PostgreSQL sous-jacent. Pour pouvoir gérer des autorisations pour les utilisateurs. Par exemple, ici, j'ai une policies qui me permet, que je n'ai pas écrite, hein, qui a été directement proposée quand j'ai
quand j'ai ajouté mon système d'utilisateur, et qui me permet en fait, par exemple, de dire, bah voilà, ici j'ai directement ma requête SQL, okay, qui est gérée pour moi, hein, qui a été générée via cette interface graphique, et qui me permet en fait de m'indiquer que, bah voilà, pour les utilisateurs, s'ils voudront modifier leur profil, il faudra que l'UID de cet utilisateur soit l'ID en fait de l'utilisateur qui aura été passé par l'application cliente. Donc en fait, c'est directement mon serveur Supabase qui va imposer ces règles de sécurité et donc je vais protéger l'accès à ma donnée via le serveur Supabase. Voilà, donc ça vous permet de cette façon-là de faire à la fois des autorisations au niveau de ce serveur et de l'authentification au niveau de ce serveur. Et de la même façon, après, bah, dans les databases, ici, je vais pouvoir accéder à mes colonnes. Je vais pouvoir voir les structures de mes bases de données. Donc là, par exemple, là, je vois ici les données de la base. Je pense que si je vais un petit peu plus loin, peut-être dans SQL, non, pas dans SQL Editor. Comment est-ce que je peux voir ici si je fais Edit Table, voilà, bah là je vois ici, voilà, j'ai une interface graphique qui me permet éventuellement, voilà, d'ajouter des nouvelles colonnes, de rajouter des foreign keys, etc., etc. Donc tout ça, ça peut remplacer également, bah du coup, votre, bah tout simplement, hein, votre accès par exemple adminer, votre accès PHPMyAdmin, vous allez piloter directement votre base de données via cet éditeur graphique. J'ai encore un dernier petit truc à montrer, c'est que si je vais là, si je reviens, alors je ne sais pas comment je peux revenir en arrière. Database, voilà, c'était là. On va aussi avoir la possibilité d'administrer ici des fonctions. Donc c'est ce que je vous disais, hein, les fameuses fonctions par exemple, qui sont en fait en réalité derrière des fonctions SQL. Bah ici, voilà, on a une fonction SQL avec des choses qui sont très avancées aussi du SQL, comme par exemple ici tout ce qui va être. Alors c'est marrant parce que là j'ai pas le bouton. Voilà, si je fais Show Advanced Settings, on va avoir des choses un petit peu plus avancées du SQL, comme par exemple le comportement de la fonction. Est-ce qu'on veut une fonction volatile, stable, immutable? Les security, est-ce qu'on veut du security invoker ou du security definer? Voilà. On va pouvoir définir également sur quel schéma on veut enregistrer telle ou telle fonction. Le retour de la fonction, qu'est-ce qu'on veut retourner de cette fonction? Et là, bah, du coup, le code directement, la logique, on va dire, procédurale de notre fonction qu'on va du coup directement inscrire ici à l'intérieur de Supabase. De la même façon, on pourra définir des triggers, donc des comportements automatiques par exemple qui vont se déclencher sur l'insertion d'un enregistrement par exemple dans une table, sur une suppression ou une édition, ce genre de choses. Etc., etc. Gérer également des migrations, gérer des wrappers. Ici, on a également des tools pour voir les performances de nos bases de données. Donc, on peut voir quelles sont les... D'un seul coup d'œil, comme ça, je peux voir quelles sont les requêtes qui sont les plus appelées au niveau de mon serveur. Je peux les trier. Je peux voir combien de temps elles mettent. Comme ça, de cette façon-là, je peux aussi avoir tout un pan optimisation, performance, qui me permettra aussi d'analyser un petit peu ce qui se passe en arrière-coulisses. J'ai également la possibilité d'accéder à un visualisateur, donc un schéma visualiseur, donc c'est-à-dire un petit peu comme les MCD qu'on fait au niveau de la conception. Et je peux bien évidemment ici bouger un petit peu les blocs pour avoir un aperçu, on va dire, graphique de comment interagissent mes données entre elles. Donc on voit que c'est vraiment très pratique, ça offre plein de possibilités. Et enfin, donc pour terminer la vidéo, donc là vous avez ici les fameuses librairies qui sont accessibles. Donc on voit qu'on peut faire du Supabase en JavaScript, en Flutter,
Python, Kotlin, Swift, C#, etc., etc. On a également des petits templates ici qui nous permettent de rapidement lancer par exemple une to-do list Svelte avec du coup le support de Supabase intégré. Donc comme ça vous permet de choisir ici directement un projet d'exemple pour aller voir un petit peu plus en détail comment ça se passe en arrière-coulisses. Une fonctionnalité que j'ai trouvée également très intéressante dans Supabase, c'est la possibilité de pouvoir gérer des utilisateurs anonymes. C'est-à-dire que quand on va par exemple créer une application avec React Native, qui est un framework qui permet grosso modo de créer des applications mobiles, on va avoir la possibilité d'utiliser un utilisateur anonyme. Donc en fait, Supabase va nous envoyer entre le serveur et le client une session d'utilisateur anonyme avec un ID, avec tout ce qu'il faut, et on pourra directement utiliser cet ID par exemple pour faire si par exemple admettons on fasse un système de plateforme e-commerce, on pourrait très bien utiliser cette histoire d'utilisateur anonyme pour par exemple faire des paniers anonymes directement au niveau de notre base de données. Donc encore une fois, toute cette partie-là, on n'aura pas besoin de la gérer nous-mêmes. Ça va être Supabase à qui on va déléguer tout ça. Alors pour vous montrer un petit peu plus dans le code, donc là ici, vous pourrez aller voir éventuellement le replay de ma vidéo. J'ai installé ici donc du coup Supabase, Supabase.js du coup, qui me permet d'interagir avec Supabase. Ensuite, comment ça se passe? Là ici, au niveau de ma configuration, dans l'environnement, j'ai des variables qui ont été créées directement pour moi, d'accord? Et ici, si je descends un petit peu, là, on va avoir la partie SMTP qu'on va pouvoir configurer pour envoyer des mails. Donc moi, ici, je l'ai paramétré avec resend, mais bon, peu importe. Pour les vérifications d'email, par exemple, et ce genre de choses. Mais ici, on a en fait si je descends un petit peu plus bas, vous allez avoir ici un JWT secret et un anon key. Donc ces paramètres-là, en fait, quand vous décidez de les utiliser sur votre serveur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, au niveau de mon application, je vais ici devoir instancier en fait mon serveur Supabase. Donc je vais créer un client. Je vais utiliser le create client ici de la librairie pour pouvoir initialiser la connexion avec Supabase. Et je vais lui passer directement ici l'URL et le anon key. Alors à noter qu'il y a une petite différence entre anon key et cette clé-là ici, service role key. C'est-à-dire que le anon key va pouvoir être utilisé directement dans les applications clientes, donc dans des projets React, Svelte, Angular ou autres, parce qu'en fait, il y a une histoire aussi d'autorisation, on le sait, quand on envoie des variables d'environnement comme ça qui sont secret dans les applications clientes, il faut faire attention parce que il ne faut pas que la clé nous donne accès à toute la base de données. Parce que si on se met à interroger une base de données dans une application cliente, si on a tous les accès à la base, on peut faire des bêtises dans le code et puis on peut même venir hacker du coup ces fameuses requêtes SQL. Donc le anon key, en fait, c'est une clé qui va venir un petit peu vous protéger en utilisant notamment le système de RLS. Donc système dont j'ai parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo. Le service role key, c'est une clé d'API dont vous allez vous servir, par exemple, si vous voulez faire un back-end intermédiaire entre votre application Supabase et l'application cliente. Avec ce service role key, vous aurez l'accès intégral pour faire des selects, des updates, des inserts ou des deletes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une clé qui est à utiliser dans une application back-end. Je tenais quand même à faire cette petite précision dans la vidéo parce que c'est important de le souligner. Pas que vous disiez je passe une clé d'API ici dans mon application cliente et du coup le navigateur a connaissance de cette clé et est capable de faire des requêtes SQL comme ça à la volée sans maîtriser ce qu'on fait derrière. Non, il y a quand même une maîtrise, faut le savoir. Il faut juste bien configurer son serveur.
Ensuite, bah, au niveau de l'authentification, comment ça se passe? Bah, ici, au niveau de mon app, grosso modo, je vais initialiser un state qui contiendra en fait une session. Et cette session sera initialisée via en fait ce petit composant hôte. Ce petit composant hôte, ce qu'il va venir faire, c'est que ici, je vais avoir donc du coup un petit formulaire qui va me demander l'email et le mot de passe. Et du coup, ici, je vais avoir deux possibilités, sign in ou sign out. Donc là, ici, hein, on voit que vraiment, d'un point de vue du serveur, on n'a pas besoin de coder toute la partie authentification, encore une fois. Mais en fait, on va utiliser des directives qui sont directement proposées par Supabase pour pouvoir émettre en fait des actions à notre serveur Supabase. Donc là, ici, en fait, je vais envoyer, par exemple, ici, un sign-up vers Supabase en lui passant l'email et le password qui provient de mon application cliente. Alors, le sign-up, il y a une petite précision à apporter. Si vous désactivez la vérification par mail, ce sign-up va directement créer le compte et vous connecter automatiquement derrière. Si vous faites un sign-in, bah, ça va vous connecter. Et ici, si j'utilise le sign-in anonymously, bah, je peux ici récupérer dans la session utilisateur, donc ici à ce niveau-là, un user en fait, une session qui contient un user avec un ID et tout ce qu'il faut à l'intérieur. Voilà, qui est un utilisateur anonyme. Et ça, c'est vraiment une fonctionnalité que je trouve vraiment top pour ces serveurs-là. Voilà. On voit que ensuite, bah, du coup, hein, au niveau du composant account, une fois qu'on est authentifié, si je regarde mon application app ici, je peux voir que bah, si j'ai une session user, j'affiche le account, sinon j'affiche hôte, d'accord? Donc là, account, qu'est-ce qu'il fait lui? Et ben grosso modo, il va avoir une fonction useEffect qui va charger le profil. Donc là, ici, bah, on va récupérer au niveau de la session, on va regarder si on a un user. Donc bien évidemment, hein, ça communique avec du JWT en arrière-coulisse, mais encore une fois, toute la partie JWT, vous n'avez pas eu besoin de coder quoi que ce soit. C'est transparent pour vous, toute cette partie-là. Donc si j'ai un user, bah, en fait, ici, je vais pouvoir appeler mon Supabase et là, je vais pouvoir directement interagir avec la base de données en lui disant va chercher des informations dans le profil, va sélectionner telle information et récupère-moi les informations de profil. Ici, donc, je mets à jour mes variables de state et à la fin, bien évidemment, je mets à jour le loading. Et donc là, bah, je suis capable d'afficher un profil avec les informations de l'utilisateur, mais attention, tout en respectant les contraintes d'autorisation RLS que j'ai définies au niveau de mon serveur Supabase. Voilà, bah, je pense qu'on est pas mal. Ici, on a également le sign out hein, pour se déconnecter et on a ici une petite fonction update profile. Qu'est-ce qu'elle fait cette fonction update profile? Bah, on voit qu'ici on va faire un appel à Supabase encore une fois en appelant la fonction upSert et en lui passant bah, du coup un objet qui contient toutes les variables qu'on a définies dans le state. Voilà, et on voit que ça gère également les erreurs, hein, c'est-à-dire qu'on va pouvoir également récupérer les erreurs de l'appel API qui est fait ici. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, en arrière-coulisse, vous avez des fetch qui sont déclenchés. Mais encore une fois, ça, c'est sous le capot. Vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper. Vous allez directement faire ces appels. Et là, par exemple, pour le upsert, c'est une fonction qui va vous permettre d'update le profil bah, si jamais il existe dans la base. Et sinon, insert si jamais il n'existe pas. Est-ce que j'avais encore une petite précision à apporter pour terminer la vidéo? Elle dure déjà 39 minutes, hein, je pense qu'on est pas mal. Oui, il y avait aussi encore la petite question de l'avatar. Donc l'avatar, comment ça se passe? Bah, pour l'avatar, en gros, on va utiliser le serveur S3
de notre serveur Supabase. Donc là, ici, tout en haut, j'ai un composant avatar. Donc là, en fait, ici, à ce niveau-là, on passe dans le update profil le avatar URL, bien évidemment, sur un événement onUpload. Si je vais un petit peu plus dans le détail, ici, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on va pouvoir être en capacité de proposer à l'utilisateur un bouton qui va lui permettre d'uploader ici, donc du coup, un fichier. Donc ça va déclencher la méthode upload avatar qui est ici. Et grosso modo, voilà, donc là, on a une petite librairie qui est proposée par Expo, hein, parce que Expo, c'est souvent associé à React Native. Aujourd'hui, on ne fait plus de React Native sans Expo. Et qui va me permettre, grosso modo, de déclencher, en fait, l'équivalent du parcourir, en fait, hein, quand on clique sur un bouton d'input, par exemple, de type file. Donc là, ça va me proposer, sur mon application mobile, d'aller charger mes images, de sélectionner mon image et donc ici, de récupérer le contenu de cette image pour ensuite, voilà, encore une fois, ici, hein, récupérer le contenu du buffer, donc c'est-à-dire le contenu de l'image. Et encore une fois, ici, d'avoir une fonction sur Supabase qui me permet d'aller interroger le storage. Donc là, je cherche dans mon bucket avatar et je vais uploader dans ce bucket avatar un nom de fichier ici que je définis ici avec le contenu de l'image que je récupère de l'utilisateur. Voilà. Donc on peut de cette façon-là upload des fichiers dans Supabase et on peut également du coup download des images sur ce serveur S3. Ce qui est du coup très 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 pratique. Voilà, je pense avoir fait le tour. Peut-être encore faire une petite démo de l'application pour terminer. Donc là, si je lance mon projet, npm run, run Android. Je vous fais quand même la petite démo hein, pour terminer la vidéo. Donc là, j'ai un petit émulateur qui se charge. Je vais mettre en parallèle ici mon petit serveur Supabase. Voilà, comme ceci. Donc là, ici, j'ai mon serveur Supabase. Je vais regarder ici authentification. Donc là, par exemple, hein, vous avez ici un... Ah, alors, ça, c'est les déboires du live. Hop. Donc là, je vais venir, hop, recharger mon application. Voilà, donc là, ça se charge. Donc là, on va voir s'afficher en fait le composant app, enfin le composant hôte plutôt. Voilà. Donc là, je vais sign out exprès. Donc là, j'ai mon application avec l'email et le password qui est demandé. Donc là, je vais taper mes identifiants. Alors, je vais le faire de façon anonyme pour pas que ça se retranscrive dans la vidéo. Donc ici, hop. Je profite aussi hein, de ce petit temps de calme pour vous de ne pas hésiter à vous abonner hein, à la chaîne YouTube hein, si jamais le contenu vous plaît. Pas hésiter également dans les commentaires à interagir avec moi si la vidéo vous a plu, si le contenu vous plaît, parce que ces retours-là sont hyper précieux pour moi. Et n'hésitez pas à proposer des idées de vidéos que je pourrais faire hein, à l'avenir. Hein, si jamais vous avez des sujets très spécifiques que vous souhaitez aborder dans d'autres vidéos, ce sera avec plaisir, je les ferai sans aucun problème. Donc là, si je sign in, voilà. Donc là, je suis redirigé vers mon profil. Et donc là, par exemple, on va supposer que j'ai besoin de mettre à jour mon profil. Donc là, je vais aller dans Table Editor. Je vais aller dans Profil. Donc là, ici, j'ai les données de ma table profil. Donc là, vous allez voir, hein, ici, si par exemple, je mets à jour cette information-là, je mets la fibre du dev. Donc là, je rappelle, ça va redéclencher un update. Vous allez voir, en termes de réactivité. Hop.
Voilà, et là, vous voyez que l'information a bien été mise à jour dans ma table. Pareil, de la même façon, ici, je peux faire Upload. Donc là, je vais charger une image. Est-ce que j'en ai d'autres? Non, pas forcément. On va aller simuler comme ce qu'on ferait dans la vie réelle. Google, on va chercher image, on va faire chat. On va télécharger un autre chat pour faire une démo. Hop, download. Voilà, je download une image. Je reviens sur mon appli. Ici, je fais upload. Je charge mon chat. Je fais crop. Et ici, si on regarde maintenant dans mon storage, on va voir que ici, dans le bucket avatar, j'ai une image qui a été chargée ici. Voilà, et voilà, on voit ici, hein, elle vient d'être ajoutée. Hein. Je ne vous mens pas, hein, 19 juin à 19h10. Voilà, bah, elle est là. Et donc là, j'ai une URL. Hein. J'ai une URL ici que je peux générer à partir de cette image en S3. Et dans ma database, bah, bien évidemment, ici dans mon profil, dans ma table profil plutôt, ici, l'URL de l'image a été mise à jour ici. Et donc tout ça, c'est géré de façon totalement transparente pour moi. Voilà. Et bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo de 46 minutes. J'espère qu'elle vous plaira. J'espère infiniment qu'elle vous plaira parce que j'ai mis beaucoup d'énergie pour pouvoir faire cette vidéo. Lâchez un like, lâchez un petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!